Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. Les pluies torrentielles ont emporté des bâtiments et coupé les liaisons routières de la ville de Maroway. Des pertes en vies humaines ont été signalées. Quelqu'un a sauvé sa femme en l'atténant hors de l'eau. Il est mort et la femme a été sauvée. 2 personnes mariées sont mortes ensemble en s'embrassant. Elles n'ont pas été sauvées à temps. Toutes les rizières de Maroway se sont transformées en marécages. Nous n'avons pas d'autre choix que de rester ici. Seules les femmes et les enfants vont au refuge. La nuit, nous dormons ici. Il y a des voleurs. Ils viennent en canot. Ils prennent tout ce qu'ils voient qui peut être vendu. Au moins 32 personnes se sont noyées au cours de la semaine de pluie torrentielle et 15 000 autres ont été déplacées par les inondations, ont annoncé lundi les autorités locales dans leur dernier décompte. Malgré les efforts déployés, les 20 000 habitants de Maroway restent coupés du reste de l'île. Surtout des pêcheurs et des riziculteurs. Ils flottent en canot et nagent dans leurs maisons pour tenter de sauver certains de leurs biens et trouver de la nourriture. J'ai besoin de nourriture pour mes enfants et pour moi. Mes enfants n'ont pas de vêtements. Nous n'avons rien à porter. J'ai pu emprunter des habits que je porte. Le problème, c'est la nourriture. Il n'y en a pas assez parce que leurs maisons ont été endommagées. La nourriture et tout le reste est dans l'eau. Ils ont tout laissé derrière. L'essentiel, c'est de survivre. Maintenant, nous avons lancé un appel de dons à la télévision. Vendredi, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence et déployé des hélicoptères et des navires pour venir en aide aux victimes. Le président Rajoel a promis de fournir de la nourriture, des soins et des médicaments et de créer des cliniques mobiles dans la région. Au Rwanda, en vertu de la législation adoptée depuis 2017, les personnes qui présentent des comportements déviants tels que la prostitution, l'usage des stupéfiants, la mendicité, le vagabondage ou le commerce ambulant informel peuvent être détenues dans des centres de transit pendant un maximum de 2 mois sans autre justification légale ni contrôle judiciaire. Human Rights Watch a constaté que les violations commencent dès que la police rafle les enfants dans les rues. Certains enfants ont rapporté avoir été frappés pendant ou peu après leur arrestation. D'autres ont affirmé qu'ils ont reçu un procès verbal officiel indiquant l'accusation portée contre eux, mais la plupart ont déclaré n'avoir jamais reçu un tel document et aucun n'a eu accès à un avocat, un tuteur ou un membre de sa famille pendant son enregistrement. À Kikondo, les enfants sont détenus dans des salles surpeuplées, parfois avec des adultes, dans des conditions bien en deçà des normes imposées par la loi rwandaise et le droit international. Les enfants ont expliqué qu'ils reçoivent des soins médicaux sporadiques, ils partagent des matelas infestés de poux avec d'autres camarades et ils souffrent de l'absence de soutien à la réadaptation. Mais le ministre de la Justice du Rwanda, Johnson Busingye, a déclaré que le centre forme des jeunes à des compétences, notamment en menuiserie et en soudure, et les réhabilite de la rue à la vie normale. Quant au comité des droits de l'enfant des Nations Unies basé à Genève, il appelle à la fermeture immédiate du centre de transit de Kikondo. Et c'est l'heure d'accueillir Eric Manirakiza. Nous parlons d'économie. Eric, bonsoir. Bonsoir, John. Alors, la Côte d'Ivoire et l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, ont convenu de la tenue à Abidjan du prochain Forum mondial sur l'investissement touristique sur l'Afrique. Tout à fait, John. La signature officielle de la convention est intervenue en marge de la Foire internationale du tourisme tenue à Madrid, en Espagne, du 22 au 26 janvier 2020. Et ce forum réunira toutes les composantes de l'écosystème de l'industrie touristique, à savoir les bailleurs multilatéraux, des fonds d'investissement et souverains, les organismes publics et privés d'engineering, les constructeurs immobiliers, les groupes hôteliers, les professionnels du voyage et compagnies aériennes, ainsi que les tours opérateurs. La Côte d'Ivoire a mis en place son plan de développement touristique dénommé Sublime Côte d'Ivoire. Abidjan
est parvenu à obtenir 5 milliards de dollars de promesses d'investissement touristique lors d'une table ronde des bailleurs organisée les 20 et 21 octobre dernier à Dubaï. Le potentiel n'est plus discutable. John, comme vous allez le suivre. C'est une île artificielle qui est construite avec les déchets de la lagune, principalement des bouteilles en plastique. On peut estimer à 700 000 le nombre de bidons qui constituent l'île artificielle. Non seulement ça apporte un petit plus sur le plan touristique à la ville d'Abidjan, qui après, à côté des grands hôtels comme Sofitel, Hôtel Ivoire, il fallait trouver un truc aussi original comme l'île flottante. Et aujourd'hui, elle est devenue l'attraction touristique de la ville d'Abidjan. Je trouve que c'est très original, c'est un lieu très atypique que j'ai jamais vu nulle part ailleurs. Enfin, j'ai pas vu d'équivalent autre part. Bon, d'abord, j'ai connu le lieu sur Internet et j'ai dit à mes amis que bon, on tente le coup pour voir comment ça sera et ça a tenté aujourd'hui. La plupart des gens qui viennent à l'ancien Médina, qui viennent à Fès, c'est la plupart, c'est la première chose, ils voulaient découvrir les tanneries. Il y a aussi le cuivre. Et après, il y a le tissage, il y a les tapis, tu vois. Et après, il y a les madrasas, les monuments. Voilà, ce forum se tiendra du 20 au 22 février 2020. Selon le ministère ivoirien du Tourisme, plusieurs pays africains ont déjà manifesté leur intention de participer. Il s'agit notamment de l'Ouganda, du Mali, du Sénégal, de la Tanzanie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de l'Éthiopie, de la Sierra Leone, de l'Angola, de la Gambie, du Maroc, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud et du Ghana. Et on va terminer, Eric, par le tourisme et la faune sauvage. Eh bien, le tourisme menace les pingouins africains. Vous avez tout à fait raison, John. Les pingouins africains en voie de disparition traversent une phase de mue à la fin de décembre et au début de janvier. Ils perdent leurs vieilles plumes pour en obtenir de nouvelles. Et au cours de ce processus, les pingouins perdent également un résidu huileux qui les met en danger quand ils pénètrent dans l'océan. L'interaction forcée des touristes pendant la haute saison estivale accélère la mise en danger de ces pingouins qui fuient pour se cacher dans l'océan, disent les écologistes, comme vous allez le suivre. Les populations de pingouins en Afrique ont subi de graves déclins au cours du siècle dernier et la population est maintenant classée comme en voie de disparition, ce qui signifie qu'elle est menacée d'extinction dans un proche avenir si nous n'arrêtons pas ce déclin. Boulders est l'une des rares colonies terrestres et l'une des colonies qui montrent une population stable au cours des 5 dernières années. Les pingouins attirent les gens et les touristes, ce qui est très agréable, mais les touristes peuvent parfois être très méchants. Ils ont l'impression que c'est une espèce qu'ils peuvent toucher et prendre, mais vous ne pouvez pas les tenir parce qu'ils vous picorent, mais cela les ennuie quand vous les chassez. Les enfants peuvent faire la même chose. Et c'est tout pour ce mardi, Eric. À mardi prochain. Bonsoir John et bonsoir à tous. Fin de la belle histoire pour Ons Jabeur. À l'Open d'Australie, la Tunisienne a été stoppée en quart de finale, battue par l'Américaine Sofia Kenin 6-4, 6-4. En huitième de finale, Ons Jabeur avait disposé de la Chinoise Qiang Wang en 2-7, 7-6, 6-1. Un succès qui lui a permis de devenir la première Tunisienne et la première joueuse arabe à atteindre les quarts de finale d'un tournoi de Grand Chelem. Qui est-elle? Nous repartons sur ses traces dans son pays, la Tunisie, avec Nani Talani. Elle s'est entraînée dans des hôtels, puis avec les garçons, avant de devenir la première joueuse du monde arabe de l'ère Open à atteindre les quarts de finale d'un Grand Chelem. Éliminée de l'Open d'Australie, Ons Jabeur, 25 ans, peut néanmoins être fière de son aventure. Celle qui se définit comme un produit 100% tunisien a commencé le tennis dès ses 3 ans à Hammam Sousse. Après un passage en club, elle rejoint le centre de promotion du tennis au sein de son école et animée par celui qui deviendra son premier entraîneur. Quand elle dit que je suis un produit 100% tunisien, je me sens concerné certainement parce que je l'ai entraîné de 4 à 13 ans, donc presque une dizaine d'années. Dès son plus jeune âge, Ons affiche clairement ses ambitions. À 12 ans, la jeune prodige rejoint les meilleurs athlètes formés au lycée sportif d'El Menza à Tunis. Pour Nabil Mlika, cette évolution est logique et normale. La principale caractéristique, c'est son côté mental qui Ons aime beaucoup les défis.
Donc, elle essaye d'improviser beaucoup et elle ne se laisse pas battre. En 2011, en pleine révolution tunisienne, Jabber, 16 ans, se fait connaître en remportant le tournoi junior de Roland-Garros. 6 ans plus tard, c'est à nouveau sur la terre battue parisienne qu'elle s'illustre, devenant la première femme d'un pays arabe à se qualifier pour le 3e tour d'un grand chelem. La trajectoire d'Ons Jabber a projeté le tennis en une des médias tunisiens, un pays où le foot règne pourtant en roi. Parlons à présent du ballon rond justement au service de la société. En 2000, une équipe de football a été fondée dans un bidonville de Nairobi en proie à la criminalité. Cette équipe prendra plus tard l'appellation de Kariobangi Sharks, le nom du quartier dont ses membres sont originaires. Elle est devenue une source d'espoir, une évasion pour les jeunes talentueux et ayant un intérêt pour le football, car certains d'entre eux pourraient autrement être impliqués dans des activités criminelles. Au cours des 2 dernières décennies, l'équipe s'est hissée au sommet de la Ligue de football du Kenya, donnant de l'espoir à une nouvelle génération de joueurs. De Nairobi, voici le reportage de Raël Umbo que j'ai repris pour vous. Voilà, des difficultés donc avec cet élément de Raël Umboa. On va s'arrêter ici pour l'espoir et on reviendra sans doute là-dessus demain. Au revoir. Quand Eric Djouma avait 11 ans, il a repéré un groupe de jeunes garçons s'entraînant sur un terrain de football près de chez lui, dans l'un des nombreux quartiers pauvres de Nairobi, Kariobangi. Pour Djouma, cette équipe s'est démarquée parce qu'elle semblait organisée. Il a rejoint depuis lors et ne l'a plus quittée. Eric a maintenant 25 ans et il en est le capitaine. Ce que je peux dire, ce que le football a fait de moi, c'est que je suis aujourd'hui. Parce qu'il m'a occupé et peut-être que je suis resté à l'écart d'autres choses que j'aurais pu faire comme d'autres personnes à Kariobangi qui ont fini peut-être en prison ou sont morts. Kariobangi est en proie au chômage et à la criminalité. Beaucoup d'amis d'enfance d'Eric se sont retrouvés dans des gangs. La plupart d'entre eux, dit-il, sont maintenant morts, tués par la police. Nous n'avions jamais d'argent dans le temps. On allait à Mombasa, à Kisumu. Nous n'avions même pas assez d'argent pour acheter de l'eau minérale. Alors, nous avions l'habitude de transporter de l'eau de Nairobi à Mombasa. Ce sont quelques-uns des défis auxquels nous avons été confrontés en tant qu'équipe et en tant que joueurs individuellement. Parfois, vous n'avez pas des chaussures de football. Vous devez les emprunter à un joueur qui ne jouait pas. On se demande toujours qui a fondé l'équipe de Kariobangi. Mais les habitants de la zone disent que les jeunes joueurs se sont organisés puis ont reçu des dons de sympathisants tels que l'actuel président de la Fédération kenyane de football, Nick Mwandwa, désigné comme le fondateur du club. Peu importe, les Kariobangi Sharks ont gagné une énorme base de fans au Kenya, jouant maintenant dans la première ligue kenyane. En plus, ils ont une équipe de moins de 20 ans et des équipes pour les catégories encore plus jeunes. Fondamentalement, chaque fois que la société voit un joueur de football, Kariobangi Sharks ou un membre de l'encadrement, il se sent en sécurité. Comment? Parce qu'il véhicule plus de vertus que de vices. Le rêve de Djouma est de conduire son équipe à la Coupe d'Afrique. Il espère que les jeunes de Kariobangi trouveront toujours dans ce club plus d'espoir. Et donc vous l'avez sans doute rectifié de vous-même, cet élément de Raël Umbo a tenu à passer aujourd'hui. Cette fois, c'est bien la fin. On se retrouve demain. Un peu partout dans le monde, les femmes ont tendance à retarder leur mariage, y compris en Afrique du Sud, où l'âge médian d'une mariée est de 32 ans et augmente. Samina Anwari, une créatrice de contenu en ligne de 33 ans, prévoit de se marier en décembre et a été surprise des réactions lorsqu'elle a annoncé la nouvelle. J'ai obtenu mon diplôme et j'ai un emploi. J'ai réalisé toutes ces choses. Mais quand j'ai dit aux gens que je me mariais, cela a produit une réaction de joie que je n'avais encore jamais vue. En fait, j'ai éclaté de rire en les voyant. Pour les jeunes femmes professionnelles d'Afrique du Sud comme Lwendo Hamukoma, 32 ans, le mariage n'est pas une priorité absolue. Cependant, ses parents sont mariés depuis plus de 3 décennies. Tu te maries, tu finis l'école, tu as des enfants, ça c'était le symbole d'une vie réussie. Pour moi en revanche, c'est une vie complètement différente. Aller à l'école, se découvrir soi-même, trouver un emploi qui vous rapporte un salaire décent, ce genre de choses. Et trouver comment vous améliorer en tant que personne. Le mariage ne fait pas partie du plan.
La psychologue Sinkobil Elevia voit davantage d'indifférence envers le mariage. Je vois beaucoup de Brad Pitt et d'Angelina Jolie. En fait, nous préférons simplement vivre ensemble, fonder une famille si nous le voulons. Si nous ne le voulons pas, c'est bien aussi. Le site web de comparaison des prix Pricenomic a analysé les données mondiales sur le mariage et trouvé une corrélation claire. Plus le revenu du pays est élevé, plus tardive est la décision de se marier. La sœur cadette d'Amukoma, Chipo, une économiste qui n'est pas non plus mariée, dit avoir vu des données similaires en Afrique australe. En tant qu'économiste, les statistiques pour les femmes mariées, c'est que votre santé baisse, votre salaire baisse, le stress augmente, votre malheur augmente. De façon empirique, il ne semble pas y avoir beaucoup de cas, car les femmes célibataires sont statistiquement plus heureuses et plus riches. Il faudrait que ce soit un très bon mariage. La créatrice de contenu engagée Anouari, qui prévoit de garder son nom de famille, dit que pour bon nombre de ses pairs, le but, ce n'est plus le mariage, c'est le bonheur.